Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Ici Sasa pour un nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Nous continuons les émissions sur la diversité linguistique et nous avions commencé ces dernières semaines avec les langues austronésiennes, donc les langues des autochtones ou aborigènes de Taïwan, avec ensuite un petit focus grâce à l'ethnologue Josiane Coquelin sur le Puyuma. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, nous allons parler avec le chercheur Johan Goudin du mandarin et du taïwanais. Bonjour Johan. Bonjour. Tu es chercheur en didactique des langues et tu es aussi anthropologue. Peut-être que tu peux un peu nous présenter ton parcours, où est-ce que tu travailles en ce moment et quels sont tes sujets de recherche ? Très bien, merci. Je suis au départ sinologue, à savoir que je voulais apprendre le cantonais, parce que c'était la langue qui était parlée à Paris quand j'étais jeune, et que j'ai dû donc apprendre le mandarin à l'INALCO, ce qui était déjà pas si mal, et que toujours intéressé par déjà la diversité, pas celle de Taïwan encore, mais dans les langues en général et les langues chinoises ou sinitiques comme on dit en particulier, je suis allé faire du terrain en Chine, plus particulièrement dans la région de Wenzhou, dont sont originaires la plupart des sinophones qui ont immigré en France dans les années 90 et 2000, avant que les étudiants n'arrivent dans les universités. Et j'ai voulu travailler là-bas sur les relations de pouvoir entre les langues. Et à l'époque, malheureusement, ce n'était pas possible. Pour quelle raison ? C'était trop sensible ? C'était trop sensible. Mm-hmm. On pouvait décrire les dialectes, mais s'intéresser à la relation entre les langues, et donc les relations de domination entre les langues, et notamment le fait que le mandarin ne s'imposait pas si rapidement que ça, et quelque chose qui n'était pas envisageable encore à l'époque. Ça l'est devenu ensuite, ça l'était beaucoup moins maintenant, mais les langues ont évolué aussi là-bas. Du coup, je suis retourné en France, et après m'être formé à la didactique des langues, parce que le sujet m'intéressait et que j'en ai fait mon métier, je suis venu là où visiblement la question de la langue et du rapport entre les langues semblait passionner les foules, littéralement, à Taïwan, étant donné que grâce à un article de Franck Muillard dans la revue Perspectives chinoises, au sujet des élections de 2004, il faisait part du fait que la question des langues avait été importante aussi bien sur le fond que la forme. Et ayant lu cela, j'ai donc pris contact avec un enseignant-chercheur, Jiang Weiwen, Chung Yibun, à l'université Chunggong de Tainan, et je suis venu travailler sur les pratiques linguistiques des candidats en campagne à Taïwan dans les années 2000. Terrain que je suis depuis et sur lequel j'ai pu m'exprimer sur cette antenne. Lors d'un décryptage, le décryptage d'il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et donc, arrivé à Taïwan, tu parlais mandarin puisque tu as appris en France, mais tu as appris aussi le taïwanais, c'est ça ? Voilà, en sachant que l'université est vraiment vraisemblablement l'endroit de Taïwan où on parle assurément le moins le taïwanais. Mais à Tainan quand même, dans la rue, on parle taïwanais. Non ? Mais une fois qu'on rentre dans l'université, on change de monde. Et c'est très intéressant en soi. Mais par contre, il avait vraiment fallu que je choisisse mes cours sur ce critère-là, à savoir que les cours soient faits le plus possible en taïwanais pour vraiment être en immersion et m'y mettre. Ce que j'ai eu la chance de faire grâce à mes camarades qui, au début, m'ont beaucoup aidé et m'ont formé pour pouvoir, au bout de quelques mois, être capable, de suivre et de pouvoir échanger, discuter, faire mes exposés en taïwanais. Ce qui a abouti ensuite à mon doctorat en didactique des langues, à savoir l'intercompréhension entre les langues sinogrammiques, avec comme cas d'étude notamment la façon dont comment un étudiant ou une étudiante qui a fait du mandarin, ou une toute autre langue qui s'écrirait ou s'est écrite à un moment avec des sinogrammes, peut passer beaucoup plus facilement dans une autre de ces langues sinogrammiques, qui a les mêmes caractéristiques, parce qu'il y a des raccourcis qui sont très intéressants à explorer en tant qu'apprenant et en tant que chercheur à mon niveau, mais nous y reviendrons sans doute. Oui, tout à fait. Je pense que ça va être une des choses qui intéresse les auditeurs, c'est est-ce que c'est facile ou pas d'apprendre le taïwanais, comment on peut l'apprendre quand on connaît déjà le mandarin, etc. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, je pense qu'il faut commencer par expliquer déjà qu'est-ce que le mandarin, qu'est-ce que le taïwanais. Ce sont déjà des sujets très très vastes.
C'est vrai qu'on prend souvent ces langues un petit peu pour quelque chose d'acquis. Enfin, on s'interroge assez peu finalement sur ce qu'est le mandarin. En plus, à Taïwan, le mandarin, on dit Guoyu, donc la langue nationale. Mais je crois que en tout cas à Taïwan, c'est une langue assez récente, hein, puisque c'est Mais même très récente. pour le mandarin lui-même. Voilà, mais voilà, c'est ce qu'on sait moins. C'est que même en Chine, c'est une langue qui n'est pas une langue très ancienne non plus. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Bien sûr, avec plaisir. Donc merci déjà de bien faire la distinction en parlant de mandarin et pas d'utiliser le mot que nous utilisons le plus courant en français, plus couramment en français, à savoir le chinois. Mm-hmm. Parce que la question, c'est qu'est-ce que le chinois ? Mm-hmm. Le chinois recouvre une diversité qui est extrêmement dense, aussi bien historiquement que géographiquement. Historiquement, c'est une langue qui vient de ce qui est aujourd'hui devenu la République populaire de Chine, plus vraisemblablement donc la plaine centrale, la vallée du fleuve Jaune. Et c'est cette langue-là qui, à un moment où l'aïeul de ce qui est devenu le mandarin aujourd'hui, qui a commencé à être noté. Et pas du tout comme on peut le lire par ailleurs dans le discours dominant, à savoir qu'il s'agirait d'une langue qui a 5000 ans d'histoire. Mm-hmm. On a toute langue à 5000 ans d'histoire, dans la mesure où nous descendons tous de locuteurs, et que nous parlions, nos aïeux parlaient des langues il y a déjà 5000 ans. Et que ça n'a rien à voir, concernant le chinois, avec l'écriture, étant donné que les premières traces écrites qui notent une langue qui est apparentée à ce qui deviendra le mandarin aujourd'hui, ne datent que, finalement, du XVe siècle avant notre ère, ce qui est quand même deux fois plus récent que ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et c'est cela qui est devenu le système sinographique, les caractères chinois que l'on connaît et que l'on apprend aujourd'hui, mais après quand même beaucoup d'évolutions. Et tout cela pour noter une langue qui n'avait absolument rien à voir avec les langues chinoises ou les langues sinitiques qui sont parlées aujourd'hui. Je vais juste prendre un exemple. Si on prend le chinois tel qu'on le voit associé à la figure de Confucius. Mm-hmm. Donc Confucius, c'est un auteur du 5e siècle avant notre ère, donc 2500 ans, et donc qui a fait les analectes qui ont été ensuite écrits par ses disciples. La langue que parlait Confucius n'avait pas de ton. Ah oui. Alors que la langue chinoise est surtout connue, au-delà de son écriture, pour être une langue très difficile, parce qu'elle a des tons phonologiques, à savoir qu'en fonction de la mélodie, la hauteur, le contour du son que l'on va produire, eh bien, on ne dira pas le même mot. Eh bien, ça, c'est une invention des locuteurs de ces langues-là, il y a plus de 1500 ans. C'est un processus très long, et il existe dans le monde des langues où les tons sont en train d'apparaître. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus par ailleurs, pas du tout dans le monde chinois, mais ça fait partie des évolutions phonétiques d'une langue. Donc, forcément, dans la mesure où Confucius n'avait pas de ton, on ne peut pas proprement parler de même langue, et Confucius serait bien embêté pour pouvoir communiquer avec ses descendants aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait. Et finalement, le mandarin, tel qu'il est devenu langue légitime et officielle, aussi bien de la République de Chine d'abord, puis de la République populaire de Chine ensuite, sans oublier la République de Singapour, étant donné que le mandarin est langue officielle, alors que la communauté chinoise ne parle absolument pas cette langue au départ, mais parle des langues qui sont apparentées à ce qui se parle à Taïwan. Le mandarin est né, étant donné que c'est une langue complètement artificielle, le mandarin moderne est né le 15 février 1913. Donc, ah oui, ça fait pas longtemps finalement. Ça fait pas longtemps pour une langue qui a 5000 ans. Que s'est-il passé le 15 février 1913 à Pékin? La toute jeune République de Chine s'est posé la question, bien, maintenant que nous avons une République et que nous sommes modernes, la modernité pose la question de la massification de l'instruction. Oui, parce qu'à l'époque, les gens de différents endroits de Chine ne pouvaient pas forcément se comprendre entre eux. D'une part, et surtout,
qui est vraiment très intéressant et qu'on a un petit peu de mal à comprendre en tant qu'Européens, c'est que les lettrés eux-mêmes n'étaient pas alphabétisés dans une langue qui aurait été la même. À savoir que c'était bien les textes, pour le dire vite en chinois classique, typiquement Confucius, que l'on étudiait, chacun les lisait dans sa langue. Donc en disant cela, d'une part on montre bien que le mandarin, vu qu'il n'existait pas encore, ça ne pouvait pas être du mandarin. Et dans un deuxième temps, quand on dit que les dialectes chinois n'ont pas d'écriture, ça pose le problème différemment si on voit juste les faits historiques, à savoir que à chaque époque, chacun était alphabétisé dans sa langue, au corpus écrit qui permettait de préparer les examens mandarinaux, qui ne seront abolis qu'en 1905. Donc vraiment au même moment où l'Empire va disparaître, la République s'instaurer et poser la question de la massification de l'instruction qui était absolument impossible à envisager dans un régime impérial. Mmh. Alors que s'est-il passé ce 15 février 1913, c'est ça ? Eh bien, il y a une conférence sur l'unification des lectures. En chinois, c'est Tuyin Tongyihui. Donc ça a été la conférence pour unifier Tu, c'est vraiment le lire dans le sens de l'étude. Donc il y a vraiment déjà un lien avec l'instruction scolaire sur table, qui est le produit d'une tradition, mais qui est aussi une représentation que l'on a de l'instruction moderne. Et donc l'idée, c'était que maintenant que des millions et des millions de jeunes Chinois allaient être républicains et instruits, il fallait, pour éviter certains problèmes, que l'on lise dans le même code, et pas chacun le sien. Et plutôt que de choisir une variante plutôt qu'une autre, eh bien, ils se sont posé la question, au départ, d'en créer une. En réunissant quelques dizaines de spécialistes, triés sur le volet, à savoir que, bizarrement, tous les spécialistes qui étaient restés fidèles à l'idée d'empire n'avaient pas été invités, mais sur un pédigré républicain, venaient de toute la Chine et même de la diaspora. Il y avait eu des invitations pour représenter la diaspora. Des invitations ont été envoyées pour, normalement, une centaine de délégués, même si, dans les faits, ils ont été beaucoup moins à être présents au moment des travaux. Et donc cette idée de se mettre d'accord sur la façon dont on allait lire les sinogrammes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits ? Donc, je disais qu'il y avait un problème d'assiduité. Il s'avère que la République est une idée surtout portée par les provinces du Sud, et qu'il y avait deux provinces qui étaient particulièrement surreprésentées dans le cadre de cette conférence. C'était le Jiangsu et le Zhejiang. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que ce sont deux provinces où on parle des langues qui ne sont pas apparentées au mandarin tel qu'il est parlé dans les provinces du Nord, le groupe mandarin, parce que le mandarin renvoie aussi à toutes les variantes qui sont parlées au-delà de Nankin et jusque dans le Yunnan, en passant par le Sichuan. Et donc ces locuteurs-là avaient une caractéristique que les langues du Nord n'avaient plus, à savoir le fait d'avoir des tons rentrants. Ils avaient une sorte de ton où, plutôt que d'avoir seulement une mélodie, un contour, eh bien, il y avait aussi des consonnes, notamment peut-que. Donc des consonnes à la fin de chaque syllabe. Voilà, qui ne sont pas ne ou nge, comme on peut en avoir aussi en mandarin, mais il pouvait aussi y avoir, et typiquement si on regarde les deux plus grandes personnalités du début de la République de Chine, même si ça note le cantonais, le père de la République Sun Yat-sen, le Yat, en mandarin ça se dit en cantonais on dira Yat. Et donc à la fin il y a donc ce ton rentrant. Et c'est quelque chose d'important pour les philologues de l'époque, parce qu'ils étaient donc formés non seulement au chinois classique, mais l'une des caractéristiques du chinois classique, c'est de rimer. Donc c'est important de ce qui se passe à la fin des syllabes. Et pourquoi j'insiste, c'est parce que toute personne qui a fait un cours de mandarin dans sa vie sait très bien qu'il n'y a plus de son comme ça aujourd'hui. Mmh. Donc que s'est-il passé au-delà de cette réunion qui a duré quand même plusieurs mois, en 1913 ? Ils se sont mis d'accord sur la lecture de plusieurs milliers de sinogrammes, avec une langue que personne ne parlait et que personne n'a jamais parlé.
Comment ça se fait, ça ? La République de Chine, malheureusement, n'avait pas les moyens de mettre en pratique sa politique. Et puis, il aurait fallu former les enseignants. Et ça pose la question des moyens. Et donc, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé sur le moment, en tout cas factuellement. S'il y a eu un dictionnaire en 1919 qui s'appuyait sur ce système, il n'a jamais été mis en pratique. Mais malheureusement, la trajectoire historique de la Chine ne permettait pas d'avoir une politique d'instruction ouverte à toutes et à tous à cette époque-là. Et donc il a fallu attendre 1932 pour que, sur un trait de plume administratif, on décide, ce sera la phonologie de Pékin, et on s'appuiera sur le corpus littéraire qui est né de la révolution de 1919, étant donné que c'est comme ça qu'on présente les choses, même si ce n'est la révolution de 1919, le mouvement du 4 mai 1919 n'était pas du tout en lien avec la littérature au départ, mais bien le fait qu'à Versailles, on donne les possessions allemandes au Japon. On associe à ce mouvement-là l'émergence d'un corpus qui va se démarquer et abandonner le chinois classique au profit du chinois moderne. Et c'est donc ce corpus littéraire-là qui va devenir le corpus de référence pour la syntaxe du mandarin qui est enseigné et appris aujourd'hui, aussi bien dans les écoles de République populaire que de Taïwan, ou encore dans les départements de chinois langue étrangère de par le monde. C'est ce qu'on appelle le baihua, c'est ça, par opposition au chinois classique ou... Voilà, alors là, le style de texte donc, qui est promu par les auteurs dans les années 20, c'est effectivement le baihua. Donc 1932, c'est aussi une date importante où finalement c'est le parler de Pékin qui la phonologie. La phonologie de Pékin. Donc on a pris le système de la prononciation de Pékin pour lire les textes qui étaient publiés pas en chinois classique. Donc on est très très loin de la langue de Confucius, comme on essaye de nous le dire aujourd'hui, notamment en Chine. Est-ce que les Taïwanais, est-ce que les Chinois savent tout ça, en fait ? Est-ce que c'est enseigné à l'école, cette origine du mandarin ? Parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens en parlent. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'il y a ce cliché, effectivement, même à Taïwan, que le mandarin, c'est une langue qui existe depuis très très longtemps, etc. Voire depuis toujours, alors que aussi bien les Chinois que les Taïwanais savent très bien que la plupart du temps, leurs propres parents n'ont pas le mandarin comme langue maternelle. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment enseigné à l'école, cette origine, parce que c'est trop sensible ou... Le discours sur la façon dont le français s'est construit, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit à l'école en France ? Non. Est-ce que l'on sait que, une question qui sort un petit peu de la diversité taïwanaise, mais qui montre bien à quel point on est toujours ignorant de sa propre langue, depuis quand le français est-il langue officielle en France ? Effectivement, je sais pas. Peut-être fin du 19e siècle, non, je sais pas. Fin du 19e siècle ? À un siècle près. Avant ou après ? Je sais même pas. Le problème du siècle près. En fait, il a fallu attendre 1992 pour que la République française se saisisse de la question et inscrive en article 2 de sa Constitution, donc la nôtre, la langue de la République et le français. Et du coup, ne reconnaît pas les autres langues. Ça fait partie du problème, et là on va peut-être pas continuer là-dessus ici, mais juste pour montrer à quel point on est toujours ignorant de la façon dont les langues et l'histoire des langues peut être présentée à ses propres locuteurs. Et les sinophones ne connaissent pas du tout cette histoire et n'intéressent pas grand monde. Taïwan Info, à l'époque, m'avait fait l'honneur de m'ouvrir ses colonnes pour que je puisse commémorer dans mon coin ce centenaire qui n'avait pas mobilisé les foules, que ce soit dans le monde des médias, celui de l'éducation et même dans la recherche. Il y a eu quelques collègues qui s'étaient intéressés à la question, mais peu d'écho. En tout cas, je vais mettre le lien vers cet article sur la page du... Bien. Et il y a une erreur d'RTI que j'ai corrigée dans mes propos actuels. Donc, merci de bien le voir. D'accord. Et alors, par rapport à ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est comment est-ce qu'on peut savoir qu'à l'époque de Confucius, il n'y avait pas de ton ? Et comment est-ce qu'on peut savoir, finalement, quelle était la langue parlée à cette époque-là ? Eh bien, grâce aux Vietnamiens. Ah oui, alors là, il va falloir m'expliquer. Parce qu'en fait, c'est un anthropologue et linguiste français, André-Georges Audrécourt,
qui a été le premier à reconstruire l'histoire du vietnamien, et notamment ce phénomène d'apparition des tons. Et donc, grâce à la phonétique historique, il avait émis des hypothèses, et l'article est en ligne, il est assez ardu, mais c'est à partir de cette hypothèse, donc l'article date de 1955, 54 ou 55, j'ai un doute en le disant, mais ça fait donc moins de 70 ans que on sait que les langues qui ont des tons en Asie orientale n'en avaient pas au départ. C'est quelque chose qui est tout à fait connu et qui est observable, comme je le disais tout à l'heure, des langues qui vont disparaître malheureusement très vite sans doute, mais dans les vallées himalayennes, il y a des langues où les tons apparaissent. Ouais, très intéressant. Il y a des moyens que je n'exposerai pas ici, ne serait-ce que parce que je ne suis pas spécialiste moi-même, mais les collègues font ça très bien. Vive la linguistique. Alors, pour revenir au mandarin, Taïwan et la Chine continentale ont eu des trajectoires historiques différentes. Et donc, l'utilisation du mandarin a été décidée avant 1949. Donc, en fait, le mandarin est à la fois utilisé en Chine et à Taïwan. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de ces trajectoires historiques un peu différentes, il y a une différence aussi dans le mandarin qui est parlé en Chine et à Taïwan? Bien sûr, ne serait-ce que parce que les gens la parlent, donc elle va évoluer de façon idiosyncrasique et régionalement, parce que les gens, la plupart du temps, ont d'autres langues au départ, et que, comme pour la plupart des Français à une époque, le français a été une langue étrangère, à l'heure actuelle, pour la plupart des sinophones, je pense qu'ils sont encore une majorité, le mandarin est une langue étrangère, qu'ils n'ont pas appris à la maison, qui n'est pas ni celle de la mère, ni celle du père, mais une langue qui a été acquise dans le cadre d'une socialisation ou de la scolarisation. Et c'est un phénomène qui existe pour toute langue moderne. Le mandarin n'échappe pas à cette règle. En sachant, quand on parle du mandarin, quelle différence il y a entre la République populaire et Taïwan, avec son étiquette République de Chine, eh bien, elles n'ont pas le même nom. Parce qu'il faut savoir que d'un côté, donc, il s'agit de Goyu, donc la langue nationale, à Taïwan. Et de l'autre, on dira Putonghua, la langue commune. En sachant que, par exemple, à Singapour, on en parlait tout à l'heure, la République de Singapour, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est quoi? Le mandarin, qui est langue officielle à Singapour, est le roi Yu. Ah, bah oui. Donc la langue des rois, donc référence culturelle, référence nationale en Chine nationaliste, et le Putonghua en Chine a cette particularité que ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Étant donné que, comme souvent, les agendas des révolutionnaires communistes ne se traduisent pas dans les faits, et je vous invite à lire les travaux de mon collègue Florent Villard de l'IEP de Rennes, qui a beaucoup traité de ces questions. Et on a gardé cette étiquette, qui est contre le Goyu, mais le Putonghua n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Et en plus, la Chine, c'est très très grand, donc on se rend compte que le mandarin qui est parlé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a vraiment beaucoup d'accents différents. Et si depuis 15 ans, la sociolinguistique en Chine a eu un âge d'or, beaucoup moins manifeste aujourd'hui, dans les faits, c'est surtout pour pas seulement constater que les dialectes reculent, mais pour surtout enregistrer que le mandarin varie, étant donné que le substrat, les langues maternelles des locuteurs qui se mettent au mandarin va influencer, de même qu'à Taïwan, le Goyu n'est plus du tout le même que celui qui était parlé par les locuteurs qui l'ont amené avec eux après la Seconde Guerre mondiale et le repli du Kuomintang à Taïwan. D'où la difficulté souvent quand on est français et qu'on apprend le mandarin en France. Finalement, on apprend une langue un peu standard. Et quand on arrive en Chine, je trouve que la différence est peut-être encore plus grande en Chine qu'à Taïwan, quoique. Enfin, il y a toujours une différence entre ce qu'on a appris, surtout au niveau phonétique, bien sûr, et puis la langue qui est parlée sur place, en fait. Et là, on rentre plus encore que la sociolinguistique, on rentre dans le domaine de la didactique. C'est quel choix on fait au départ quand on apprend et qu'on enseigne cette langue. Est-ce qu'on expose directement à la variation, et donc et d'entendre tout de suite des Taïwanais, tout de suite des Chinois qui viendraient de différents endroits? Ou alors, est-ce qu'il faut un mandarin absolument impeccable de Pékin,
avec un certificat de naissance pour en attester. Ça a été très longtemps le critère de recrutement pour les enseignants à l'INALCO, d'être né à Pékin. Ah ouais. Donc tout de suite, ça veut dire ce que ça veut dire. Par rapport à la phonologie dont il était question tout à l'heure, mais également de représentation de la langue, même si on vous dira que le pékinois, ce n'est pas la même chose que le mandarin, ce qui est vrai, par ailleurs. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'on enseigne et qu'est-ce que l'on apprend au départ ? Heureusement, dans les faits, les collègues dans les départements de mandarin langue étrangère prennent ce parti pris, ne serait-ce que par la présence des lecteurs et d'enseignants-chercheurs taïwanais, de justement exposer les apprenants tout de suite aux deux variantes qui sont clairement identifiées pour des raisons politiques, mais plus largement à la variation d'autres accents qui ont cours en Chine notamment. Bon, à l'époque où j'ai appris le chinois en France, c'était il y a très longtemps, on était vraiment encore axé sur vraiment la phonétique standard. En revanche, à un moment, on a eu la possibilité de prendre des cours de cantonais. Et là, c'était pour moi, du coup, très, très, très difficile, parce que justement, on n'avait pas été habitué du tout à la variation, en fait. Et c'était vraiment une autre langue, beaucoup plus difficile, avec plus de tons, des tons rentrants, comme tu disais tout à l'heure, etc. Donc, c'est vrai que si on peut apprendre dès le départ, ou comment dire, être un peu plus sensibilisé aux variations, ça peut être, je pense, très utile. Oui. De même qu'on pourrait aussi être formé à passer d'une langue à l'autre, c'est devenu ma thèse, mais l'idée qu'il y avait derrière ce cours de cantonais, parce que j'étais étudiant moi-même quand l'INALCO l'a créé, à la rentrée 96, l'idée c'était véritablement, que le cours soit fait en mandarin, pour apprendre le cantonais avec une enseignante qui avait une véritable légitimité pour l'enseigner. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, cette prof a été remplacée par une autre, et que la question des passerelles qu'il y avait entre le mandarin et le cantonais n'était pas réinterrogée par cette collègue, à mon grand désespoir, alors que les passerelles, elles existent entre toutes les langues sinogrammiques. Et c'est ce qui est au cœur de mon travail doctoral. Il y a des passerelles. Mais ce travail et cette sensibilisation à la variation, c'est effectivement quelque chose qu'on peut mettre en place dès le départ avec les accents. Ça participe de cette formation au plurilinguisme et à la diversité, d'où ma présence dans cette émission. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir à l'utilisation du mandarin à Taïwan, parce que, en fait, quand le gouvernement nationaliste est arrivé à Taïwan, les langues qui étaient utilisées à ce moment-là à Taïwan, c'était plutôt le taïwanais ou Minnan, les langues autochtones et un peu le Hakka, j'imagine. Et donc, tout d'un coup, le mandarin a été imposé. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé, cette imposition du mandarin ? Ça s'est fait assez vite, et j'ai l'impression que cette politique a fonctionné, enfin, en tout cas, a porté ses fruits, tel que le souhaitait le gouvernement, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr que je vais revenir dessus, en précisant une chose importante. Là, tu parlais de... Ah oui, pardon, j'ai oublié le japonais. Et voilà. Ah oui, oui, et tout à fait. Ce paysage-là est très important, parce que ce qui se passe en 1945, c'est que on change de langue nationale, qui s'écrit au moyen des mêmes sinogrammes, à une petite variante près, sauf que la langue d'avant 1945, c'est le japonais, qui n'était la langue maternelle de personne à Taïwan, hormis les Japonais qui venaient coloniser l'île, et qu'à partir de 1945, même si ça s'est fait dans les mois qui ont suivi, mais la nouvelle langue nationale, c'était le mandarin que personne ne parlait sur l'île, hormis les quelques Chinois qui venaient de Chine nationaliste, qui ont pris le relais des autorités japonaises, auxquels il faut rajouter quand même quelques nationalistes taïwanais. Ils existaient et avaient tenté d'apprendre le mandarin à l'époque. Et donc c'est vraiment pour bien comprendre la situation, et peut-être même pour comprendre l'incompréhension, et pas que linguistique, entre la société taïwanaise et la communauté nationaliste qui prendra le relais des autorités coloniales dans un premier temps, puis viendra s'installer un réfugié sur Taïwan, c'est que l'élite du Taïwan colonial parlait japonais, en plus de parler chacun sa langue à la maison, et la première mesure qui a été mise en place quand le gouvernement nationaliste est arrivé en octobre 1945, c'est
l'interdiction de pratiquer le japonais. Mais ça n'a pas été au profit immédiat d'un mandarin exclusif. Au début, le but du jeu, c'était nous sommes tous frères. Japonais interdit, par contre, autre langue signitique autorisée. Mais avec la dégradation des relations entre la communauté, qui deviendra celle des continentaux ou des Washanren et des Bunjanren, eh bien, le mandarin deviendra l'unique langue officielle et l'unique langue pour communiquer, l'unique langue publique, avec comme conséquence immédiate de réduire au silence toute la société taïwanaise, ce qui était plutôt pratique pour s'installer dans une île qu'ils ne connaissaient pas, et pour en occuper toutes les instances administratives et économiques. Donc le mandarin s'est imposé en fait dans les administrations, à l'école, dans les médias, etc. Et ça a pu être aussi parfois assez violent, notamment pour les enfants dans les écoles qui avaient plus le droit de parler leur langue maternelle, mais qui ne savaient pas forcément parler le mandarin en fait. Donc ça a été... Il y a des anecdotes parfois assez dures. Assez dures, mais qui sont avec la même classe d'âge, comparables à ce que l'on peut entendre en France. En Alsace... oui, mais je suis alsacienne, donc je sais bien. Voilà. En Bretagne, et pas seulement la Bretagne bretonnante, étant donné qu'on parlait d'autres langues d'oïl ou d'oc que l'alsacien, le flamand, le corse ou le basque. On retrouve exactement ces mêmes histoires partout, du moment qu'il y a une langue moderne qui veut s'imposer dans les limites territoriales de l'entité politique qu'elle prétend représenter. Et Taïwan n'échappe pas à la règle. Et pour le coup, il s'agit bien de Taïwan, l'entité qui était japonaise et qui est devenue nationaliste, et étant donné que personne n'avait appris la langue d'un point de vue scolaire au moment où elle est arrivée, mais c'était pour les enfants en âge d'être scolarisés. Mais systématiquement, automatiquement, toute une classe d'âge, toutes plusieurs générations ont été privées de parole, pour la simple et bonne raison qu'ils ne pouvaient plus parler la langue légitime, qui était le mandarin, en précisant en plus que c'est pas pour ça que les gens qui venaient du continent la parlaient parfaitement par ailleurs. Mais oui, puisqu'ils venaient de plusieurs provinces, donc ils ne parlaient pas tous forcément encore très bien mandarin. Tout à fait. Et c'est là où, dans les faits, on observe que l'origine, à défaut du certificat de naissance dont il était question tout à l'heure, c'est appliqué aussi pour les médias taïwanais. Et les Pékinois ont eu des emplois beaucoup plus facilement dans l'enseignement et surtout au micro, pour pouvoir faire entendre la bonne variante aux enseignants qui enseignaient la langue aux enfants étant à Taïwan, que leurs parents soient taïwanais ou d'origine continentale. Et du coup, c'était interdit de parler, par exemple, le taïwanais jusqu'à quand ? Alors, c'est là où le discours nationaliste taïwanais est vraiment efficace. Dans les faits, il y avait une tolérance. Il faut vraiment faire la différence entre l'interdiction pure et simple et le fait que toute parole publique sera en mandarin. La langue dominante, la langue du pouvoir, c'est clairement le mandarin. La langue des médias, c'est clairement le mandarin, même s'il y avait un petit peu de taïwanais. Mais il faut attendre 1969 pour qu'il y ait une interdiction formelle de la publication de la Bible en taïwanais. Ah donc, oui. On est quand même bien après les horreurs les plus sombres de la terreur blanche. Et il y a pas mal d'exemples comme ça où le taïwanais est quand même un petit peu présent, même si, on est bien d'accord, il n'avait aucun pouvoir et que c'était en plus une langue qui était déconsidérée, ne serait-ce que par les locuteurs eux-mêmes. Et qu'une langue qui commencera à ne pas se transmettre à partir de la mise en place de cette politique. Et donc à ce moment-là, je me souviens qu'on a eu une discussion il y a quelques années. Donc le taïwanais, c'était une langue déconsidérée, c'était une langue qu'on ne pouvait pas parler dans l'administration, à l'école, etc., dans les médias. Mais je crois que tu avais des informations selon lesquelles Chiang Kai-shek lui-même aurait appris le taïwanais. Je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire qu'il l'a appris. Par contre, le taïwanais intéressait bien évidemment les autorités.
étant donné que même si on interdisait de la pratique de la langue, on voulait quand même comprendre ce que les populations disaient. Et après l'extraordinaire travail de description des langues à Taïwan fait par le pouvoir colonial japonais, les Chinois nationalistes se sont aussi beaucoup intéressés aux langues parlées à Taïwan pour des raisons de sécurité et de renseignement. Et c'est là où on retrouve le nom d'un certain monsieur Chiang Kai-shek, auteur de méthodes de taïwanais, Ah oui. où il est explicitement marqué sur la couverture que la vente en est strictement interdite et que c'est à usage du personnel de sécurité. Donc à usage de locuteurs étrangers, non natifs, autrement dit, des Chinois qui viennent du continent et qui voulaient pouvoir échanger avec la population locale. Et à ce titre-là, il y a donc plusieurs méthodes qui ont été faites à cette époque-là, où le nom de la langue est explicite. Il s'agit bien de Taiyu, en donc taïwanais écrit avec les sinogrammes qui se diront aussi Taigi, Taigu, en taïwanais, ce qui montre bien que la question de comment nommer la langue ensuite, eh bien, est un problème a posteriori. Parce qu'au départ, la question ne posait aucun problème. Il s'agissait bien du Taigi. Très intéressant, je pense que très peu de monde sait tout ça. Toute société coloniale connaît cela. En Algérie, les plus belles études sur la langue berbère et l'arabe dialectal ont d'abord été faites à Paris, pour les mêmes raisons, que c'est au Japon qu'on a eu les premiers linguistes et anthropologues sur Taïwan. Alors là, on a déjà beaucoup parlé du mandarin, et maintenant, je pense qu'il est temps de creuser un peu le taïwanais, justement. Alors, le taïwanais, j'ai tellement de questions, mais la première, bien sûr, ça va être une question très difficile. Est-ce que c'est une langue ou c'est un dialecte ? Et du coup, j'imagine que la réponse à cette question, ça va dépendre de la définition de dialecte, qui est toujours très complexe, parce qu'en fait, si c'est un dialecte, c'est par rapport à une langue de référence, mais pourquoi il y aurait une langue de référence ? Il y a des réponses linguistiques, mais aussi politiques. Voilà, donc bon courage pour répondre à cette question. Merci. C'est effectivement pas simple, mais on a quand même des éléments qui font consensus. Si la définition minimale de la langue est qu'il s'agit d'un outil de communication, il faut que l'on puisse se comprendre. À partir du moment où on ne peut plus se comprendre, c'est que nous parlons des choses différentes, et a priori, il y a un consensus pour dire qu'il s'agit de langues différentes. Après, pour des raisons politiques, notamment les frontières de l'entité politique qui va avoir tel ou tel discours, on va pouvoir privilégier, voire même vouloir privilégier une acception selon laquelle toutes les langues qui sont à l'intérieur sont des variantes d'une langue dominante, et donc il s'agirait de dialectes. Concernant les dialectes chinois en général, et appliqués au cas de Taïwan, de savoir si le Hakka et le taïwanais sont des langues ou des dialectes, si on regarde la définition qu'on vient d'évoquer, à savoir, y a-t-il communication entre quelqu'un qui ne parle que le mandarin et quelqu'un qui ne parle que le taïwanais, la réponse est non. Même en écrivant dans le creux de sa main, comme on essaye de nous le faire croire depuis très longtemps. Pour parler, ça marche pas. Même chose entre le Hakka et le taïwanais, et entre le Hakka et le mandarin. Alors pour parler, effectivement, ça ne marche pas, mais quand on apprend ces langues, et notamment quand on les écrit, on voit qu'il y a quand même s'il y a des différences, une syntaxe ou une structure grammaticale qui se ressemble beaucoup. Donc c'est la même famille de langues, c'est ça ? Exactement. Si on classifie en fonction de la parenté ces différentes langues, c'est vraiment ce qu'on appelle les langues sinitiques. Après, le fait de hiérarchiser le mandarin par rapport aux autres, là, c'est un acte politique. Après, linguistiquement, pouvoir dire que le mandarin est une langue sinitique et que les autres langues, que ce soit le Hakka ou les langues mines, mais il y a d'autres groupes comme ça, le cantonais, le yue, ou encore quelques autres, le nombre est lui aussi sujet à discussion. La question qui est certaine dans le cas de Taïwan, c'est que le taïwanais est une langue que les autres ne peuvent pas comprendre s'ils ne l'ont pas apprise pour une raison ou pour une autre. Et j'aime beaucoup l'idée, parce que les langues latines
aurait le même problème. L'italien n'est pas un dialecte du français, pas même que le roumain serait un dialecte, non. On accepte bien les langues, mais ça renvoie à des entités politiques indépendantes les unes des autres. Pour ce qui est du chinois et du taïwanais par rapport au mandarin, l'idée d'un collègue décédé, Jerry Norman, disait que prenez un locuteur du nord de l'Angleterre et faites-le parler avec un locuteur du sud du Tyrol en Autriche, les deux parlent le germain. Est-ce qu'ils vont comprendre ? Ils vont se comprendre l'un l'autre. Tout le monde dira non. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la sinophonie, s'il n'y a pas une langue de communication pour pouvoir faire en sorte que l'un puisse communiquer avec l'autre. Donc il s'agit bien de deux langues différentes. D'accord. Donc c'est des langues différentes, même si souvent, pour des raisons politiques, on entend plutôt dire que le taïwanais est un dialecte. Et alors justement, le taïwanais, on a vu tout à l'heure que très très tôt, en fait, quand le gouvernement nationaliste est arrivé à Taïwan, ils ont en fait considéré cette langue comme... Enfin, ils ont appelé cette langue le taïwanais, taïyu ou taïgi en taïwanais. Mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi d'autres appellations, Minnan ou Hoklo. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre ces appellations ou des raisons pour lesquelles il ne faudrait pas dire taïwanais, il faudrait plutôt dire Minnan ? Des raisons politiques. Minnan est le nom linguistique, vraiment du domaine de la linguistique, pour catégoriser, classifier les langues phénitiques. Donc il y a des langues Min qui sont parlées au Fujian, à Taïwan et en Asie du Sud-Est, plus la diaspora. Et ces langues Min elles-mêmes vont être subdivisées en 5 groupes. Le Minnan, donc le Min du Sud, qui nous intéresse, mais il y a aussi celui du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. En sachant qu'il n'y a pas d'intercompréhension entre chacune de ces sous-branches. Pourtant, elles sont toutes Min. Pour reprendre la question du qu'est-ce qu'un dialecte ou qu'est-ce qu'une langue. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Minnan, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec, les nationalistes, et deux, qui clairement prend une dimension tout à fait particulière avec Maindio. C'est quelque chose donc finalement, c'est assez récent. C'est très récent. Juste pour rappeler l'idée, au-delà de Taiwan Yanjiu, donc la recherche sur Taïwan, lui voulait faire des recherches sur le Minnan Yanjiu, avec évidemment l'idée de comparer avec le Fujian, et derrière ça, il y a cette idée de Minnan, c'est de rapprocher les deux rives du détroit, où sont parlées deux variantes du Minnan, même si a priori il y a intercompréhension pour des locuteurs chevronnés de part et d'autre. La question de l'appellation est clairement politique, et quelque chose qui, à Taïwan, succède à l'appellation qui faisait consensus de Taigi. Et donc Hokkien, ça veut dire le Fujian aussi, donc oui. c'est une manière de relier au Fujian. Et Hoklo, du coup, ça vient d'où cette appellation ? Il y a pas mal d'étymologies qui sont proposées, mais c'est clairement le plus politiquement correct pour exclure la partie chinoise, avec l'idée de Minnan, étant donné que Minnan, c'est la région du sud du Fujian en Chine. Donc ça serait les gens qui parleraient cette langue à Taïwan en respectant le fait que le Hakka ou les langues formosanes, austronésiennes, pourraient elles aussi prétendre au titre de taïwanais. Mais vu qu'on en est là, il faut aussi bien dire, le nom officiel du taïwanais, ça sera donc souvent, on entend parler de Taiwan Minnan, qui devient même le TSM, le Taiwanese Southern Min. Oui, je le dis avec mon plus bel accent français parce qu'on essaie de nous vendre ça comme étant une appellation politiquement correcte, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont, pour désigner la variante du Minnan qui est parlé à Taïwan, mais en gardant ce lien avec, certes, la famille typologique, d'un point de vue linguistique, mais pour rapprocher, pour certains, de pratiques culturelles, voire de relations historiques, au moins anciennes. Donc c'est très intéressant, même dans l'appellation de la langue, il y a des enjeux politiques aussi. Et donc pour revenir à la langue en soi, j'imagine aussi, comme le mandarin, qui est parlé en Chine et à Taïwan, n'est pas exactement le même, le taïwanais, donc pour être politiquement correct, le Minnan de Taïwan et le Minnan qui est parlé dans le sud du Fujian, donc en Chine continentale. Est-ce qu'il est très différent ou il y a eu vraiment des trajectoires différentes ou une influence du japonais, par exemple, à Taïwan, ou est-ce qu'ils se comprennent encore très très bien ?
En plus, il y a l'influence du japonais, qui pour certains nationalistes taïwanais rompt tout cet espoir de retour à la patrie des ancêtres. Mais deux locuteurs du Minnan, quel qu'il soit, parlé à Taïwan ou en Chine, si la volonté de communiquer est là, la définition minimale que je proposais tout à l'heure, et qu'il y a une compétence réelle en langue, il y a communication. Avec les problèmes du lexique, bien sûr, mais la communication est tout à fait possible, même pour un étranger. Moi, je sais qu'en n'étant pas si fort que ça en taïwanais, c'est pas ma langue au départ, mais quand je me promène dans l'ère minnanophone, eh bien, il est tout à fait possible, au prix de quelques heures de pratique et d'habitude, de pouvoir passer dans la langue d'en face, la variante d'en face. Là, pour le coup, il s'agirait de dialecte, étant donné qu'il y a communication, en sachant qu'il y aura des différences et qu'il faut que les locuteurs soient vigilants et posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, comme on peut faire dans n'importe quelle situation de communication. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Taïwan, en fait, il y a par exemple sur les îles Matsu, donc qui sont quand même très proches du continent et assez au nord. En fait, on parle pas le Minnan, on parle le Mindong. Et j'ai entendu dire, alors j'y étais jamais, mais j'ai entendu des gens qui étaient là-bas et qui disaient que ils aimaient pas trop parler le Mindong quand ils venaient sur la grande île de Taïwan parce que ils étaient pas du tout compris en fait. C'était pas du tout la même chose que le Minnan. Et ce qui irait dans le sens de la définition que je défends, c'est bien, ça permet de voir qu'elle est robuste avec les différentes situations taïwanaises. C'est que d'un point de vue linguistique, il y a une différence entre les langues min du sud et les langues min de l'est. Et donc c'est bien deux langues différentes. Et c'est pour ça qu'après, en plus, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils cachent. Alors que c'est dommage, parce qu'il y aurait forcément des choses à apprendre aussi pour les Taïwanais, d'apprendre les langues de ces compatriotes-là aussi. Alors et du coup, ça aussi c'est intéressant. Donc à Taïwan, le taïwanais, pour un étranger qui apprend le taïwanais, c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs accents. Il y a l'accent de Zhangzhou, de Quanzhou, alors que pour les Taïwanais eux-mêmes, ça leur pose pas de problème. C'est vraiment des accents, mais on peut quand même se comprendre. Alors l'accent de Zhangzhou et de Quanzhou, donc ils font référence aux deux sites d'émigration principaux au Fujian. Ces deux villes qui sont séparées d'une grosse centaine de kilomètres. S'il y a une différence là-bas, et qu'il y avait des différences entre les communautés qui ont émigré à Taïwan, si d'un point de vue linguistique, on peut voir l'origine de certains traits, part et d'autre, ça devient vraiment compliqué de pouvoir prêter ce problème de non-compréhension des étrangers à ces variantes-là. C'est-à-dire ? Dire que, ah oui, ça c'est plus dur parce que c'est du Quanzhou et moi je suis plutôt habitué au Zhangzhou, c'est quelque chose qui est... Après, on peut dire, oui, à Taichung ou à Ilan. En fait, moi, je comprends pas. Moi, ce qui me frappait surtout, c'est que je parle pas très bien taïwanais du tout, mais quand j'ai appris, en fait, ma prof de taïwanais me disait, alors ça, on peut le prononcer comme ça ou comme ça. Alors ça, on peut le prononcer comme ça ou comme ça. Donc à chaque fois, elle me donnait plusieurs prononciations. Et en plus, en taïwanais, on va y arriver tout à l'heure parce qu'on va commencer à parler d'autres choses, de l'écriture aussi notamment. Elle me disait, oui, alors ce mot-là, il y a deux prononciations aussi, selon que ça soit baihua ou wendu in. Enfin bon, il y a la lecture un peu des lettrés et la lecture de la vie quotidienne en fonction de l'emploi du mot. Encore de la diversité. Voilà, encore de la diversité. Donc en fait, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui apprend cette langue, c'est un vrai défi en fait. Cette variation-là, on l'a aussi en français. On a bien une différence entre le marseillais et le parisien. De même que on va avoir aussi une différence de couche dans le lexique. Une chose est sûre, c'est que le lexique du taïwanais, il se fait comme n'importe quelle langue dans le temps. Et on peut tout à fait avoir différents mots de la langue qui vont avoir la même racine. Je donne un exemple pour le français, comme ça parlera à tout le monde sur ces ondes. Quand on parle de faire du cheval, d'un chevalier et du cavalier, ou même encore de l'équitation,
On se retrouve aussi avec le même problème que pour ces différents niveaux de lecture. C'est juste le lexique qui, à différents moments, va se figer et la langue va continuer à évoluer par ailleurs. Donc cheval et cavalier, c'est vraiment la même racine, alors que l'équitation, ça sera une racine qui sera beaucoup plus littéraire. Et c'est quelque chose qui se retrouve de façon beaucoup plus saillante dans l'apprentissage du taïwanais et des autres langues sinitiques, voire même sinographiques, parce que les japonais ont le même, Tout à fait. ont le même problème. Encore souvent, avec plus d'étymologie peut-être. En plus, parce il va y avoir des lectures purement japonaises et des lectures sino-japonaises, mais dans les lectures sino-japonaises, il peut également y en avoir plusieurs qui vont correspondre à différents moments d'emprunt de la langue. En tout cas, la comparaison avec le français, ça permet de voir les choses de manière plus claire. Et c'est quelque chose qui pose vraiment question au niveau de l'apprentissage. Alors que si on pose le problème tout de suite, et qu'on dit que tout va être question d'évolution de la langue, donc de phonétique et de phonologie, c'est donc quelque chose que l'on peut apprendre. Et c'est pas du par cœur, c'est vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne, dans la bouche et dans l'histoire. Oui, c'est passionnant. Alors là, je vais poser une question qui est très, très... comment dire, également une question assez difficile. Donc, le taïwanais, bien sûr, s'écrit. Mais justement, c'est encore la question de la diversité. Il y a plusieurs manières d'écrire le taïwanais. Donc, on peut l'écrire avec des caractères. Là aussi, parfois, certaines personnes ne sont pas forcément d'accord sur l'utilisation de tel ou tel caractère, j'ai l'impression. Et on peut l'écrire aussi en fait, de manière romanisée, avec des lettres latines. Et là aussi, il y a plusieurs manières de l'écrire, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point, essayer de nous clarifier tout ça? Comment s'écrit le taïwanais? Avec plaisir. Tout d'abord, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, n'importe quel texte en chinois classique peut être lu en taïwanais. Il suffit juste d'avoir été entraîné à cela. D'ailleurs, je suis déjà tombée sur des chauffeurs de taxi, quand je leur disais que j'apprenais le taïwanais, qui me récitaient du coup des poèmes de la dynastie Tang en taïwanais, en disant que ça rime en taïwanais, alors que ça rime pas en mandarin. Exactement, parce que la phonologie de beaucoup de langues sinitiques du Sud, et tout particulièrement du Min et du Minnan, pour en revenir au cas de Taïwan, est plus conservateur. Donc c'est effectivement, ça rime plus, et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les slogans des campagnes électorales. D'accord. Il y a beaucoup de slogans qui ne riment pas du tout en mandarin, et la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de trouver un locuteur de taïwanais pour leur faire lire, et généralement on retombe sur ses pattes. Donc, ça s'écrit. On peut lire n'importe quel texte en chinois classique, dans n'importe quelle langue sinitique, et donc en taïwanais, mais aussi en hakka. Il suffit juste d'avoir été éduqué. Donc c'est une question d'école. Or, l'école de la République de Chine à Taïwan ne le permet plus. Ça demande un autre travail. Ensuite, le taïwanais a commencé à s'écrire... alors qu'il n'était même pas encore à Taïwan. Ce qui deviendra le taïwanais se notait avant même qu'il ne voyage de l'autre côté du détroit pour les pièces de théâtre, pour ce qui deviendra le païhua par ailleurs, mais surtout parce que les missionnaires, avant d'arriver à Taïwan, parce qu'ils étaient locuteurs de la langue parlée de l'autre côté du détroit, avaient commencé à traduire la Bible dans le dialecte de Xiamen, de Amoy. Et donc c'est les missionnaires d'Amoy qui sont venus à Taïwan pour évangéliser directement en ce qui deviendra le taïwanais, mais donc en Minnan, en ayant traduit la Bible sans même les sinogrammes, juste avec l'alphabet latin. Ce qui devient aujourd'hui la transcription qu'on appelle le Paihuazi, Peweji, qui est donc celui du système protestant. Et c'est pour ça que, pour des raisons de prosélytisme, ce n'est pas cette variante-là qui a été promue, ou en tout cas qui a été attaquée par d'autres comme n'étant pas légitime, étant donné que, en plus d'être étrangère, il y avait une connotation religieuse, donc qui dépassait le dessein national de cette transcription. Ensuite, il y avait la possibilité également, comme pour n'importe quelle langue chinoise, de noter, en prenant un sinogramme auquel on a signé telle lecture avec tel sens, parce qu'il n'existait pas dans le chinois classique.
Et c'est pour ça qu'il y a comme ça pas mal de sinogrammes qui sont passés dans l'usage. De même qu'il ne faut pas oublier non plus que si les missionnaires sont arrivés avec le peïwadi, les Japonais sont arrivés avec leur kana, et qu'il y avait la possibilité aussi de pouvoir au moins noter les lectures des sinogrammes en taïwanais au moyen d'un système de kana amélioré. Et comme d'habitude avec les nationalistes arrivant à Taïwan à partir de 1945, quand eux-mêmes se sont intéressés, on en parlait tout à l'heure, à l'apprentissage de cette langue, ils ont adapté quel système pour pouvoir noter les lectures en taïwanais des sinogrammes? Le bopomofo. Le bopomofo, adapté au taïwanais, existe, avec même donc le nom de Chiang Kai-shek sur la couverture. Donc le bopomofo, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est une des transcriptions du mandarin. Enfin, en tout cas, quand on apprend le mandarin à Taïwan, souvent c'était à partir du bopomofo, alors que quand on apprenait pour un étranger en Chine continentale, c'était plutôt à partir du pinyin, la transcription pinyin. Merci pour me reprendre sur ce point. Donc ce système qui est né avec la fameuse conférence de 1913 dont il a été question par ailleurs, c'était le système de transcription de travail. Il ne devait pas être définitif, il était provisoire, juste le temps de la conférence. On voit bien qu'il en a été. Par contre, la langue qui devait vraiment être celle pour toute la nation n'a pas survécu à la conférence elle-même, petite ironie. Et c'est dans ce système-là, pour transcrire les lectures des sinogrammes, que tous les Chinois, puis les Taïwanais à partir de 1945, utilisaient pour apprendre et étaient alphabétisés avec ce système-là. À partir de la fin des années 50, en République populaire, le pinyin est arrivé et a pris la place du système du bopomofo. Et pour en revenir au taïwanais, étant donné que les locuteurs du mandarin étaient habitués à lire les lectures des sinogrammes en mandarin avec ce système-là, eh bien, le système a été repris et adapté à la phonologie du taïwanais pour pouvoir apprendre cette langue. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui on peut écrire le taïwanais de plusieurs manières, à la fois en caractères, en lettres latines, et puis aussi pour savoir quelle est la prononciation en transcription bopomofo par exemple. Mais alors du coup, ces différents systèmes d'écriture sont tous utilisés actuellement, ou il y en a un qui prend plus le pas sur les autres ou Un autre, encore. Il y a un système qui maintenant est en train de faire consensus, qui est celui qui est utilisé pour le dictionnaire de taïwanais en ligne. On pourra mettre le lien, donc qui donne les lectures en mandarin, mais également les lectures en taïwanais, avec ce fameux bopomofo adapté, mais surtout un autre système mixte, le taïluo, qui n'est pas tout à fait le peïwadi dont je parlais tout à l'heure, utilisé par les protestants, mais un système qui, soi-disant, serait plus simple et offrirait l'avantage d'avoir moins de problèmes d'interférence avec la lecture de l'anglais, qui permettrait de faciliter la lecture quand on est habitué à lire de l'anglais. Factuellement, en classe, ça ne se voit pas. Et du coup, ce dictionnaire en ligne de taïwanais, est-ce qu'il donne aussi un caractère, sinogramme ? Bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a quand même une partie des personnes qui continuent à écrire le taïwanais en sinogramme ? Oui. Ne serait-ce que quand on va chanter au karaoké, la plupart du temps, c'est clairement les sinogrammes qui sont privilégiés. Enfin, le karaoké, moi j'ai des expériences assez... je ne sais pas comment décrire ça, c'est assez déroutant peut-être. Quand on choisit une chanson en taïwanais au karaoké, parfois, en fait, on a les caractères chinois, mais c'est du mandarin. Mais c'est pas du tout du taïwanais, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont traduit en mandarin, mais c'est pas les mêmes expressions. Parfois, ce qui est en mandarin en un caractère, en taïwanais, c'est en 2 caractères. Donc, et du coup, en fait, il faut connaître la chanson par cœur, sinon on est complètement perdu. Ce que j'ai vécu n'est peut-être pas généralisable. Peut-être que maintenant, ils utilisent plus les caractères pour écrire en taïwanais. Mais du coup, ouais, c'est bizarre, cette transcription du taïwanais en mandarin, qui fait que, certes, si on ne parle pas taïwanais, on peut comprendre, grâce au mandarin. Si on parle que mandarin, on peut comprendre. Mais pour les personnes qui chantent, du coup, c'est pas facile en fait. On peut pas vraiment lire. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a des différences, même dans la syntaxe. En fait.
et qu'il y aurait besoin d'uniformiser tout ça, de standardiser. Et du coup, ça m'amène à la question de la commission, parce que par exemple, à Taïwan, il y a une commission des affaires Hakka qui s'occupe notamment des questions linguistiques, et je crois qu'il n'y a pas de commission des affaires taïwanaises ou Minnan. Et du coup, il n'y a jamais eu de standardisation ou comment ça s'est passé ? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est si on s'émancipe de la République de Chine, est-ce qu'on ne s'émancipe pas également de la langue qui la représente, et donc s'émanciper du mandarin au profit de quoi ? De la langue de la majorité, et donc du taïwanais. Et c'est pour ça qu'on va valoriser plutôt les langues dominées, donc le Hakka ou les langues austronésiennes, avec un conseil ad hoc, mais pour le Minnan, non. De même que une des choses qui avait été mise clairement sur la table quand Chen Shui-bian avait été élu au début des années 2000 donc du DPP ? Du DPP, première alternance du parti au pouvoir, eh bien, il avait explicitement indiqué que le taïwanais n'avait pas vocation à devenir langue officielle. Même en étant du DPP. En étant du DPP et en étant un des tribuns dans cette langue. De même que ce soit lui ou plus tard, quand Tsai Ing-wen du même parti reviendra en 2016 avec en plus une majorité au Parlement, eh bien l'enseignement ce qu'on appelle les langues maternelles, donc le taïwanais, le Hakka ou les autres langues austronésiennes, n'augmente pas. Et il s'agit juste d'un seul cours, à fréquence hebdomadaire. Donc c'est à peu près 1 à 2 heures par semaine, c'est ça actuellement, de taïwanais ou Hakka ou langues austronésiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Et factuellement, c'est clairement comme ça. Et les enfants, la plupart du temps, n'aiment pas ça. Parce qu'en plus, soit ils ne font que jouer, et du coup, ils n'apprennent pas la langue, ou alors, ils trouvent ça ennuyeux, pour beaucoup. Donc on est très très loin d'une politique linguistique qui permettrait à la langue de se développer, de se maintenir, en sachant que ce qui fait qu'une langue va être parlée et se développer, ça sera son statut au sein de la société, mais aussi son statut au sein des familles, et vu que, à l'instar de toutes les autres langues parlées à Taïwan, elles se transmettent de moins en moins, le taïwanais recule. Donc selon toi, le taïwanais, c'est une langue en voie de disparition, à plus ou moins brève échéance ? Assurément. Étant donné que la langue ne se transmet plus au sein des familles, ça pose clairement la question de sa survie à très long terme. Si on part du principe qu'il y aura de plus en plus de gens qui vivront de plus en plus vieux, il y a encore quelques très très belles et très longues décennies où les linguistes pourront travailler sur le taïwanais, bien que l'influence du mandarin ne pourra que grandir. Et non, les langues de Taïwan, quelles qu'elles soient, sont en danger. Le taïwanais est clairement celle qui l'est moins par rapport au Hakka et aux langues austronésiennes, mais il s'agit de langues menacées. Mais dans le sud de Taïwan, j'ai l'impression qu'on parle quand même plus taïwanais dans les familles que dans le nord. C'est quelque chose qui, à mon avis, est vérifiable, mais factuellement, même si c'est encore le cas, est-ce que ça sera le cas d'ici 20 ans ? Étant donné que s'il y a bien encore, notamment dans les milieux socio-éducatifs plutôt inférieurs, une transmission du taïwanais, la langue de socialisation devient le mandarin entre pairs, donc entre enfants et entre jeunes. Et il faudrait, et d'autres travaillent dessus, voir l'importance d'être toujours sur son téléphone et de s'envoyer des messages, même si on peut écrire en taïwanais, spontanément, c'est quand même le mandarin qui est le plus utilisé. Donc je reviens juste sur ce dictionnaire en ligne. Je crois qu'il a eu, il avait été réalisé sous la supervision du ministère de l'Éducation, je crois. En revanche, comme tu le disais, il y a très peu de cours à l'école, donc c'est pas ça qui va vraiment permettre d'inverser la tendance. En revanche, ces dernières années, une des choses qui est remarquable, c'est quand même qu'il y a une télévision en taïwanais qui a vu le jour, télévision publique. Et du coup, je crois que j'avais regardé un petit peu, justement, j'avais trouvé ça assez intéressant. Il y a un sous-titrage, en tout cas pour certaines émissions, un sous-titrage en mandarin et un sous-titrage en taïwanais, avec les caractères aussi, je crois.
Et donc c'est intéressant parce que du coup on peut voir un peu la différence entre les deux langues. Bon, peut-être que cette nouvelle chaîne de télévision va quand même aider un petit peu à ne pas oublier trop vite le taïwanais, ou est-ce que tu penses que ça aura quand même une influence ? Je ne vais pas faire de pronostic. Après, si on fait référence à nos contextes personnels, est-ce que c'est ces programmes-là qui sauvent l'Alsacien ou qui sauvent le Breton ? Oui, pas vraiment. Voilà. Mm-hmm. On est dans le même mouvement, en fait. Mm-hmm. Et la force publique accompagne les dégâts qu'elle a elle-même infligés à la langue. Et tant mieux, parce que ça permet justement aux personnes qui sont attachées de pouvoir pratiquer, progresser, échanger. Mais c'est pas ça c'est pas du tout un modèle catalan. Si on veut absolument faire revivre le taïwanais, la Catalogne donne une excellente alternative. Et dans les programmes Erasmus, quand on va à Barcelone, on sait très bien qu'on ne parlera pas castillan, mais qu'on va avoir ses cours en catalan, qui bizarrement ne pose pas tant de problèmes que ça. Mm-hmm. Mais du coup, effectivement, c'est pas du tout le modèle à Taïwan. Et le modèle, j'ai l'impression, qui est un petit peu... Qui est le plus en vogue du côté des autorités à Taïwan actuellement, on dirait que c'est le modèle singapourien, puisque maintenant, le gouvernement taïwanais a déclaré qu'il voulait que Taïwan devienne bilingue, mandarin-anglais, dans les prochaines années. Et donc, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur les autres langues, ou ça va les faire disparaître peut-être encore plus rapidement ? Dans les faits, on voit bien que, ne serait-ce qu'en regardant les programmes scolaires, l'anglais est déjà favorisé depuis toujours par rapport aux langues maternelles, dont le taïwanais. Ensuite, cette politique très volontariste pour l'anglais est déjà ancienne, voire même connotée, étant donné qu'il y a déjà une vingtaine d'années, bientôt, les autorités, notamment du Kuomintang, voulaient proposer de faire directement l'école maternelle en anglais, plutôt que de s'embêter à apprendre le taïwanais. Oui. Je me souviens de l'équipe de Holombin du Kuomintang, avait essayé de mettre ça en place. Au niveau de Taipei ? Au niveau de Taipei, exactement. Quand Hou Lung-bin était maire de Taipei. Oui, quand il avait voulu se faire élire la première fois, c'est quelque chose qui était mis en avant dans son programme d'éducation. C'était des iPads et de l'anglais. Mais clairement, comme étant, c'était tout nouveau, la mesure au niveau national pour l'apprentissage des langues maternelles, c'est 2001. Donc là, le Holombin est devenu maire de Taipei en 2005 ou 2006, j'ai un trou. Et c'est à ce moment-là et clairement en réponse à ce mouvement de taïwanisation pour une partie du Kuomintang. Et là, c'est juste une génération plus tard, de façon beaucoup plus consensuelle, l'anglais est très important. Et bien sûr que c'est très observable que c'est l'anglais qui est partout. Je me faisais la remarque encore dans le métro tout à l'heure en venant, étant donné que j'arrive à Taïwan, de voir à quel point l'anglais est présent sur les vêtements par rapport à toute référence aux Taïwanais. Et là, dans 2 jours, vu que les élections sont passées, toutes les affiches électorales vont disparaître et on va enlever beaucoup de Taïwanais des murs de Taïwan. C'est vraiment intéressant, c'est certaines langues qui viennent pour le coup là de l'autre bout du monde, quand même. L'anglais, c'est pas du tout une langue asiatique, mais qui permettent finalement par exemple des Japonais, des Taïwanais, des Taïwanais et des Singapouriens, ou je sais pas, des Cambodgiens et des Indonésiens finalement, de communiquer entre eux. Alors que finalement le taïwanais, il y a encore quelques dizaines d'années, permettait d'être compris à Singapour, en Malaisie, au Cambodge, etc. Et finalement, ces langues qui permettent de communiquer à grande échelle changent très vite aussi. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment l'anglais, c'est pas une langue asiatique, en fait. Et ça m'avait fait un peu... Oui, ça m'avait interpellée quand j'avais vu des Japonais et des Chinois communiquer en anglais. Alors que finalement, ils ont des écritures qui permettent de se comprendre, mais quand ils parlent, s'ils n'ont pas appris la langue de l'autre, finalement, ils doivent se référer à l'anglais. Et le japonais, pour le coup, même si ce sont 2 langues synogrammiques, comme je l'ai défini par ailleurs, c'est typologiquement des langues qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas d'intercompréhension à l'oral sans avoir un entraînement spécifique. Mais oui, les langues véhiculaires
qui n'ont jamais été nationales disparaissent. C'était le cas du cantonais et dans une certaine mesure du minnan, plus dans sa variante de Chaozhou, qui est très représentée dans les communautés d'Asie du Sud-Est. Et même jusqu'à Paris. Et jusqu'à Paris, bien sûr, indirectement. Et donc aux États-Unis, en Australie. Mais dans les faits, étant donné que ces langues n'ont jamais acquis de statut officiel pour devenir dominant et s'imposer dans une entité politique, eh bien, ça ne marche plus. Et ça disparaît au profit de l'anglais à chaque fois. Ouais, je ne sais pas quelle sera la situation dans 50 ans, mais j'ai l'impression qu'on va vers toujours plus de simplification et d'uniformisation. Avec quand même de belles innovations, parce que la langue évolue. La langue évolue, et les mandarins, étant donné que c'est ces langues-là qui vont supplanter les soi-disant dialectes parlés en sinophonie, ces variantes-là vont évoluer et avoir des innovations qui permettront de donner une petite coloration, même si le but aura été atteint, à savoir la communication entre tous les locuteurs de ces langues. Et ça sera vraiment des variantes qui sont parfaitement intercompréhensibles. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect de peut-être, d'un point de vue, on peut le considérer comme une uniformisation. Enfin, en tout cas, il y a moins de diversité. Mais d'un autre point de vue, ça permet à de plus en plus de gens de se comprendre entre eux, finalement. Ok, alors du coup, on va passer à une autre page de notre interview. C'est l'apprentissage du taïwanais. Parce que je sais que c'est un sujet qui te passionne et je pense que les auditeurs se demandent si c'est difficile d'apprendre le taïwanais. Est-ce que quand on apprend le taïwanais, on n'a pas tendance à se mélanger les pinceaux avec le mandarin, etc. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, quand on apprend le mandarin selon la version standard, c'est très difficile après d'adapter son oreille à d'autres langues signitiques. Et si on commence dès le départ à avoir dans l'oreille, par exemple, le taïwanais, le cantonais, le mandarin, on peut s'adapter plus facilement. Mais donc, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, pour des Français apprendre le taïwanais, est-ce que c'est très difficile Est-ce que tu aurais des conseils Bien sûr, merci. Et déjà, est-ce qu'on peut apprendre le taïwanais en France, par exemple ? Alors, apprendre le taïwanais en France, c'est possible. Institutionnellement, il existe, à ma connaissance, un seul cours de taïwanais à l'INALCO. Mais ça fait pas longtemps, non ? Ça fait très peu de temps, et ça a été aux dépens du fameux cours de cantonais dont on parlait par ailleurs. Ah bon ? Donc il n'y a plus de cantonais ? Il n'y a plus de cantonais. Et si je me réjouis qu'il y ait du taïwanais, que ce soit du taïwanais aux dépens du cantonais, je trouve ça très triste. Oui, c'est dommage, parce Surtout que quand même les locuteurs du cantonais, il y en a beaucoup aussi. Qu'il s'agit que d'un seul cours. Donc, pour des raisons de politique, c'est donc le taïwanais qui maintenant recueille les faveurs des étudiants de l'INALCO. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis par ailleurs, mais petit point, petit bémol, alors qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INALCO n'est pas du tout la première institution où du taïwanais a été enseigné en France. Je ne parle même pas, évidemment, des missionnaires, hein, mais je parle de l'université publique. Et en l'occurrence, il faut rendre hommage au premier cours de taïwanais qui, dès la fin des années, toute fin des années 60, début des années 70, l'université Jussieu à l'époque, Paris 7, qui venait tout juste de se créer, avec la révolution culturelle en Chine qui venait juste de se mettre en place, c'est la possibilité pour les étudiants de mandarin d'accéder au territoire chinois. La destination taïwanaise est devenue une évidence, de même que Hong Kong, et Paris 7 avait proposé des cours de cantonais et de taïwanais. Ah, je ne savais pas du tout ça. Et non, et ça mérite d'être connu. Donc, ça c'est un point. De même que les cours de l'INALCO, celui qui a pris le cours du cantonais, c'est pas tout à fait le premier, parce que j'en avais donné un dans le cadre de ma thèse avant, même si c'était pas dans la maquette. Mais il y avait également à Lyon 3,
À Lyon 3, au début des années 2000, la direction du département avait mis en place pendant quelques années un cours de taïwanais à l'adresse des étudiants de mandarin du département. Donc voilà un petit peu l'état des offres institutionnelles, peu nombreuses, mais néanmoins remarquables, à laquelle il faut, et c'est pas de l'autopromotion, je donne un cours depuis maintenant 2 ans à Lyon 3, un cours intensif au début du mois de juillet pour les étudiants de mandarin, où je fais du taïwanais en intercompréhension dans le cadre des projets Spotlight, de Spotlight Taïwan, pour mettre en lien et en relation la culture et le monde académique, le monde de la culture et le monde académique. Et donc l'apprentissage du taïwanais a été proposé depuis 2 ans là, à Lyon 3. Et il y a donc la possibilité de l'apprendre avec, et pour que le panorama soit tout à fait complet et contemporain, un cours en ligne à la mairie de Paris. Ah oui, qui existe également depuis quelques années. Donc il y a un moment taïwanais, visiblement un public pour l'apprendre. Donc a priori la réponse est oui, on peut l'apprendre. Mais du coup, est-ce que c'est difficile parce que j'ai l'impression que les tons aussi, c'est quelque chose de compliqué en taïwanais, non seulement parce qu'il y en a plus qu'en mandarin, mais parce qu'ils changent beaucoup les tons. Est-ce qu'apprendre une langue étrangère n'est pas quelque chose de difficile ? Oui, mais entre apprendre le chinois et l'anglais pour un Français, c'est différent quand même. Oui, mais est-ce qu'on n'essaye pas, en apprenant donc le mandarin ou quelque autre langue après l'anglais, est-ce qu'on n'essaye pas de reproduire un apprentissage premier, qui sera d'abord celui de la langue de scolarisation, donc le français pour nous, que l'on va transborder comme on peut vers la première langue vivante, qui le plus souvent est donc l'anglais, et comme ça à chaque fois qu'on apprend une langue, et puis au moment où on apprend vraiment une langue différente, on a vraiment des problèmes nouveaux. Et la question que je pose, est-ce que dans notre apprentissage des langues préalables, mais c'est quelque chose que l'on peut faire tardivement, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier la façon dont on les apprend ? Et je mettrais vraiment la difficulté de l'apprentissage du mandarin ou du taïwanais à nos propres réflexes d'apprentissage des langues étrangères, plutôt qu'à la difficulté de la langue elle-même. Donc là, c'est le didacticien qui parle. Oui. Mais tout ça, c'est très intéressant. Alors justement, en plus, c'est peut-être un cliché, mais souvent, on a l'impression que les Français sont pas très doués pour apprendre les langues étrangères, surtout à l'oral. C'est peut-être parce que l'enseignement est trop théorique ou trop basé sur l'écrit, alors que, par exemple, les Américains souvent sont vus comme des personnes qui, certes, apprennent peu les langues étrangères, mais quand elles les apprennent, quand les Américains apprennent les langues étrangères, il y a souvent ce stéréotype comme quoi ils apprennent les langues étrangères assez vite à l'oral, pas forcément à l'écrit. Alors du coup, le point de vue d'un didacticien, tu disais que c'est peut-être un problème de la manière dont on donc il y apprend. a bien une culture d'apprentissage, effectivement. Et pour le coup, le système français, qui est celui qu'on connaît le mieux à travers nos auditeurs, même s'il y a aussi les Canadiens, on n'oublie pas les Canadiens, les Suisses et les Belges. Ah oui, on nous écoute de plein d'endroits dans le monde. Oui. Mais le système français est clairement un problème pour l'apprentissage des langues qui passent surtout par l'écrit, en dépit de toute la volonté de le faire le plus d'oral possible. Le dispositif de la classe restera toujours le même, c'est de faire les leçons du manuel qui est donc forcément écrit, même avec des QR codes pour entendre des MP3. Et ça sera toujours avec des tables sur lesquelles on va pouvoir poser un papier et un crayon pour pouvoir noter. Et la question qui se pose pour n'importe quelle langue, c'est y aurait-il pas un temps pour décaler, tu parlais du système américain qui a décalé l'oral et l'écrit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place de ce point de vue-là. Et par exemple, pour l'apprentissage du taïwanais, ce que je propose, qui plus est maintenant, c'est qu'au début, il n'y a absolument aucun écrit. Et que c'est clairement un travail qui va être de conscientisation phonologique et de bien prendre conscience de quels sons forment, quelles syllabes le taïwanais,
pour pouvoir après, justement, dans une démarche d'intercompréhension, pour ceux qui parlent déjà le mandarin, pouvoir transférer ce que l'on a appris du mandarin vers le taïwanais, parce que ce sont deux langues qui sont proches. Et j'insiste beaucoup sur le fait que même si ce sont deux langues différentes, quand on a appris le mandarin, on peut apprendre le taïwanais beaucoup plus facilement, parce qu'on a un capital à faire fructifier si les outils sont mis à disposition des apprenants. Et pour le coup, ça existe. D'accord. Donc, avis à tous les Français ou les francophones qui parlent aussi le mandarin, ça peut être intéressant, enfin en tout cas un peu plus facile d'apprendre le taïwanais, même si c'est quand même, ça reste aussi intéressant d'apprendre le taïwanais, même si on ne parle pas le mandarin. Et j'ai des expériences d'enseignement du taïwanais sans aucune connaissance préalable en mandarin. Les résultats sont assez bluffants, justement, parce que là où c'est un capital qui peut entraver une progression au début, parce qu'on essaye de faire des liens, des apprenants qui ne l'auront jamais appris, sont beaucoup plus libres. Ils sont plus désorientés, mais par contre, ils réussissent à utiliser le peu qu'ils apprennent en taïwanais plus rapidement. Ça, c'est sûr. Et du coup, moi, une des difficultés principales que j'ai remarquées en taïwanais, c'est la question des tons. Parce que, bon, il y en a beaucoup, mais surtout, il y en a, on dit 8, mais en fait, c'est plutôt 6, j'ai l'impression. Mais c'est qu'il y a beaucoup de tons qui changent, en fait, en fonction de leur place dans la phrase. Donc, si on apprend de manière très rationnelle à la française, alors on va dire le ton numéro tant va changer, c'est c'est juste impossible de le faire quand on parle, parce que quand on parle, ça va trop vite. Donc finalement, j'avais l'impression que c'est plutôt des mélodies en fait à retenir, d'où l'importance de bien travailler l'oral. Et en même temps, je trouvais aussi la difficulté d'apprendre en étant adulte, parce que les mélodies, c'est souvent quelque chose qui est plus facile à retenir quand on est plongé dedans en étant enfant. Bon, après, c'est pas impossible, hein, mais j'avais trouvé cette question des tons très compliquée en taïwanais par rapport au mandarin, parce que bon, le mandarin, je trouve que c'est déjà assez compliqué, mais quand j'ai commencé à apprendre le taïwanais, je me dis finalement le mandarin c'est assez facile. La question des tons, elle est quand même beaucoup plus simple. Peut-être, mais est-ce que, tout comme le problème tout à l'heure, c'était de l'apprentissage d'une langue étrangère au global, la difficulté, c'est pas que la question des tons, même si elle est bien mise en avant, ne serait-ce que pour enlever des points lors des dictées de pinyin, pour le mandarin, est-ce que les tons ne posent pas problème dans leur apprentissage et dans leur enseignement ? Exemple tout bête, quand on écrit en mandarin, la plupart du temps, on va utiliser non pas le bopomofo dont nous parlions tout à l'heure, mais le pinyin. Est-ce que l'on note les tons quand on veut noter du chinois en pinyin ? Normalement, oui. Enfin, à mon époque, on pouvait noter. Hein. On avait des accents non, mais ça, c'est en cours. Mais oui. La pratique de la langue, est-ce qu'on note les tons quand on tape sur son téléphone portable ou son ordinateur ? Non. Non. Donc, en fait, il y a un gros problème que les professeurs relèvent régulièrement et que les natifs relèvent aussi. Que le plus gros problème que nous avons en tant qu'allophones, c'est nos tons. Parce que les tons, on les a appris peut-être au début pour les interros de vocabulaire et les dictées de pinyin, mais on n'y prête pas attention. Alors que si on y prêtait vraiment attention, peut-être que l'apprentissage du mandarin serait plus aisé, notamment en termes de compréhension, et plus tard, quand on apprendrait d'autres variantes, on pourrait comprendre beaucoup mieux et apprendre beaucoup plus vite. Et c'est complètement contre-intuitif, mais la chose la plus stable entre le mandarin et le taïwanais, ce sont les tons. À savoir que plutôt que d'apprendre quel ton devient tel ton, si vraiment tu voulais mobiliser ton capital en mandarin, ça serait beaucoup plus intéressant de connaître, d'évoquer ton ton en mandarin, et après pouvoir le passer en taïwanais. Ah oui. Et l'exemple, moi, mon nom chinois, c'est Yo-Yo, Pongyo de Yo, donc troisième ton. Et mon nom en taïwanais, c'est Ayu.
Donc, you, un ton qui descend. Comment est-ce que on dit bien en taïwanais? Ho. Et moi, c'est you. En chinois, alors que c'était hao. Donc troisième Ou ton. yo. Puis... Eh ben, c'est une autoroute. Tout ce qu'on appelle les troisièmes tons en mandarin vont devenir, sur des sinogrammes isolés ou en dernier sinogramme de mots, vont devenir des tons descendants. Et le problème, c'est comme d'habitude, l'apprentissage et l'enseignement, c'est que ce ton en taïwanais, il s'appelle le ton numéro 2. Alors qu'en chinois mandarin, c'est le numéro 4. Alors que le ton numéro... Voilà. Et si en plus tu rajoutes le problème du sandhi-tonal, qui est le nom barbare, pour dire qu'en fonction du contexte, je disais tout de suite que les sinogrammes lus ou prononcés de façon isolée, ou à la fin des mots, vont être dits d'une certaine façon, mais à l'intérieur des mots, vont être réalisés à un autre ton. Ça fait des équations qui, pour les cartésiens, deviennent vite compliquées quand on veut parler vite. Par contre, si c'est des choses qui sont travaillées dès le départ, de façon beaucoup plus intuitive, et pas basée sur des règles d'apprentissage de par cœur, donc on est vraiment là à la base de la scolarisation. On n'est même pas dans l'enseignement d'une langue étrangère, et on n'est même pas encore en taïwanais. Et la question que je pose en tant que didacticien, c'est celle-là. Est-ce que c'est pas plus intéressant de pouvoir, au début, oublier tout ce que l'on a fait avant, pour pouvoir vraiment essayer de comprendre ce qu'il faut entendre et ce que l'on peut réaliser dans la langue que l'on veut apprendre. Donc, cette approche-là, ça s'appelle le silent way, parce que le professeur ne parle pas. Ah oui. Mais va juste faire prendre conscience d'une certaine manière, les apprenants à partir d'un tableau avec des symboles qui vont représenter les différents sons de la langue, mais sans modèle, pour pouvoir justement arrêter d'imiter le professeur et se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Et donc, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui souhaitent contacter Yohan Goudin pour justement apprendre le taïwanais selon cette méthode, par exemple, vous pouvez me contacter via l'email de RTI, ou alors je pense que tu as peut-être un contact sur un site officiel. Là, dans les 6 prochains mois, je suis à Taïwan, donc il y aura peut-être possibilité, si des groupes spontanés se forment, de faire des stages intensifs, étant donné qu'un point important pour apprendre une langue étrangère, c'est peut-être pas de le faire comme on apprend les physiques, où on saucissonne les cours de mathématiques en fonction de la disponibilité des salles, mais vraiment se poser la question de quelles sont les meilleures conditions pour l'apprendre, donc plutôt des stages intensifs. À Taïwan, dans les 6 prochains mois, ça serait avec un plaisir que je le ferai. Et sinon, au-delà, a priori en France, à compter de la fin du printemps, et donc je suis dans une coopérative de formateurs qui s'appelle Aster Formation, qui propose aussi la possibilité d'organiser des stages dans différentes langues, dont le taïwanais dont je m'occupe. Donc là, il y aurait aussi la possibilité de proposer des choses par ce biais-là également. Donc je mets tous les liens sur la page de RTI. Et donc on a vraiment fait un tour très 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 large du mandarin et du taïwanais. J'ai forcément été incomplet par endroits, sûrement trop précis et verbeux sur d'autres, mais donc il y aura la possibilité de prolonger l'échange à travers les liens qu'il y aura sur le site. Donc, oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Yohan. À bientôt. Au revoir.